À 17 ans, Emily Kwan descendit de l'autobus scolaire en portant une tenue de camouflage complète, ses Rangers claquant contre le béton dans le silence encore tiède du matin. Dans le parking du lycée Kennedy, les ombres longues dessinées par le soleil semblaient se tordre autour d'elle tandis que les murmures éclataient comme des étincelles dans l'air. Chaque pas résonnait et chaque regard semblait la suivre avec la même insistance. Sérieusement, elle ose porter ça pendant la semaine du bal ? Lâcha d'une voix moqueuse Charlotte Reyes, la présidente du conseil des élèves, impeccable dans ses cheveux lissés blond platine et son tailleur dernier cri. Son rire éclata, hautain et sonore, suffisamment fort pour que la moitié du parking tourne la tête vers Emily. Cette tonalité si particulière, mélange d'incrédulité et de supériorité, n'appartenait qu'aux filles qui ne doutent jamais de leur place au sommet de la hiérarchie. En quelques minutes à peine, les téléphones étaient sortis et les photos d'Emily circulaient déjà sur les réseaux sociaux du lycée. Les légendes pleuvaient, cruelles et rapides. La journée déguisement soldat, c'est pas avant vendredi. Ou encore, en pleine crise d'identité. Chaque notification, chaque ping invisible du réseau interne de Kennedy ajoutait une nouvelle couche à son humiliation. Ses mâchoires se crispèrent lorsqu'elle passa devant un groupe de footballeurs accoudés à leur pick-up étincelant. Brandon McCoy, le quarterback dont l'ego semblait encore plus large que ses épaules, donna un coup de coude à ses coéquipiers avant d'entamer une marche exagérément cadencée derrière elle. « Gauche, droite, hurla-t-il en prenant une voix de faux sergent, tandis que ses amis faisaient mine de la saluer en criant « Garde à vous, on a une vraie soldate parmi nous, les gars !» Les éclats de rire qu'ils laissèrent derrière eux piquaient la peau d'Emily comme des aiguilles, mais elle continua de marcher, droite, le regard fixé devant elle. Elle avait appris, bien trop tôt dans sa vie, qu'afficher la moindre faiblesse ne faisait qu'empirer les choses. La veste de camouflage, immense sur sa silhouette mince, flottait légèrement à chacun de ses mouvements. Ses manches, retroussées, laissaient voir ses mains qui tremblaient malgré l'impression de contrôle qu'elle donnait. Dans le tissu flottait encore, à peine perceptible, un parfum familier de musc et d'épices, celui de son père, une odeur à la fois réconfortante et douloureuse qui lui serrait la gorge à chaque inspiration. Cela faisait 2 mois à peine qu'elle avait débarqué ici. Forcée de changer de ville lorsque sa mère s'était remariée avec un homme discret, Robert Morel, employé dans les assurances. Sa mère avait juré qu'elle ne supporterait pas une année de plus dans leur ancienne maison, pas après ce qui s'était passé. Ici, Emily avait espéré se fondre dans le décor, finir son année de terminale sans bruit, décrocher son diplôme et repartir pour un nouveau départ, loin des souvenirs et des murmures. Mais ce matin-là, elle ne cherchait ni à se faire des amis, ni à comprendre les subtilités des clans du lycée. Ce matin-là marquait 3 ans, jour pour jour, depuis la pire journée de sa vie. Et porter cet uniforme, c'était la seule façon qu'elle avait trouvée pour le sentir encore un peu à ses côtés. En approchant du bâtiment principal, elle sentit les regards converger vers elle, chacun plus insistant que le précédent. Certaines conversations s'arrêtaient brutalement, tandis que d'autres reprenaient sous forme de chuchotements. Devant la porte des arts dramatiques, un groupe d'élèves de la troupe de théâtre improvisa une scène, se jetant à terre en criant « À couvert !» avec une théâtralité ridicule. Même les terminales les plus blasés, d'ordinaire indifférents aux querelles des autres, sortaient leur téléphone pour immortaliser le spectacle. Son casier, bleu acier et planté en plein cœur du couloir le plus fréquenté, la narguait déjà de loin. Comme si l'univers avait trouvé amusant de l'obliger à passer chaque jour par un couloir aussi exposé. Et ce matin-là, elle comprit qu'on l'attendait. Une feuille de papier griffonnée, scotchée sur la porte de son casier, laissait lire en grosses lettres noires et malhabiles « G. Jane veut de l'attention ». Emily arracha le mot avec une brutalité qu'elle ne sut pas retenir, le réduisant en boule entre ses doigts, tandis que la foule passait ralentissant à peine pour mieux observer. La combinaison de son casier lui sembla glissante et floue sous ses doigts moites, les chiffres dansant sous ses larmes contenues. « Sympa ton déguisement », lança une voix derrière elle. Emily se retourna pour croiser le regard d'Anaëlle Lim, une fille de sa classe d'histoire et d'éducation physique, plutôt gentille d'habitude. Mais même elle affichait ce petit air curieux, vaguement amusé. « C'est pour un exposé ou un projet ?» demanda Anaëlle. Emily ouvrit enfin son casier et se mit à sortir ses livres avec des gestes précis et mécaniques. « Un truc comme ça ?» murmura-t-elle, la gorge serrée, sans ajouter un mot de plus. Parce que la vérité était trop lourde, trop intime, et qu'Anaëlle, comme les autres, n'était qu'une étrangère.
Quand la cloche sonna et que la foule se mit en marche vers les salles, Émilie jeta un œil à son miroir accroché à l'intérieur de la porte. Elle y vit son propre visage encadré par le col usé de l'uniforme. À moitié dissimulé sous la chemise, ses doigts effleurèrent les plaques d'identification qui pendaient autour de son cou. Dans le reflet, elle crut apercevoir un instant une silhouette derrière elle, une main sur son épaule, et cette voix grave qui murmurait toujours la même chose « Tiens-toi droite et sois fière ». Mais en clignant des yeux, il ne restait plus que le couloir bruyant et la centaine de regards curieux qui la suivaient encore. À la 3e heure, l'humiliation avait pris un tour plus cruel, plus calculé. La chimie était normalement son refuge. Des formules claires, des équations qui avaient au moins le mérite d'offrir des réponses logiques dans un monde insensé. Mais pas aujourd'hui. Tyler Beauchamp, l'infatigable clown de la classe, celui qui vivait pour le chaos, l'avait prise pour cible. Il s'était levé sous prétexte d'aller tailler son crayon, mais avait contourné tout l'arrière de la salle pour passer devant son bureau. D'un geste volontairement maladroit, il renversa son livre et sa trousse dans un grand fracas. « Oups !» siffla-t-il, avec un air faussement désolé. Puis, en se penchant pour l'aider, il chuchota juste assez fort pour que les autres entendent « Attention, soldate, faudrait pas appeler un bombardement sur le labo !» Les ricanements étouffés fusèrent tout autour d'elle tandis qu'elle ramassait ses affaires, ses manches, bien trop longues, la gênant dans ses gestes. Ses poings se crispèrent si fort que ses jointures blanchirent. Chaque fibre en elle hurlait de se lever, de lui rendre la monnaie de sa pièce. Mais elle avait déjà appris que la riposte ne faisait que leur donner plus de raisons de continuer. Alors, elle se contenta de se rasseoir et de fixer le tableau d'un air absent. Et le reste de la matinée continua ainsi. Chaque mot, chaque ricanement dans son dos, comme une éraflure supplémentaire. Quand arriva l'heure du déjeuner, elle ne pouvait s'empêcher de craindre la suite. Dans le vacarme habituel de la cafétéria, elle se glissa au bout de la file, attrapa un plateau et alla s'installer à une table isolée, tout au fond, loin du royaume des élèves populaires. Elle picora son sandwich sans vraiment sentir son goût, en priant pour que le reste de la journée s'épuise sans plus de drame. Mais à peine quelques minutes plus tard, Charlotte Reyes fit irruption à sa table comme une tempête parfaitement maquillée. Flanquée de ses deux ombres fidèles, Béatrice et Chloé, elle s'assit face à Émilie sans demander la moindre permission. « Écoute, militaire girl », commença-t-elle avec cette fausse douceur si parfaitement maîtrisée, « on a compris que tu voulais faire genre rebelle, différente. Mais là, tu mets tout le monde mal à l'aise. » La cafétéria se tut progressivement, chacun tendant l'oreille et dégainant discrètement son téléphone pour filmer. « Franchement, tu devrais aller faire du shopping avec nous, je te montrerai où trouver des trucs mignons, pas ça », ajouta Béatrice avec un sourire cruel. Chloé renchérit en hochant la tête, l'air condescendant. « On veut pas être méchante, hein, mais ça devient gênant. » Émilie se leva lentement, son siège raclant le sol dans un grincement qui sembla durer une éternité. Ses yeux, sombres et déterminés, captèrent enfin un bref éclat d'inquiétude dans le regard de Charlotte. « Vous n'avez pas la moindre idée de ce dont vous parlez », lâcha Émilie d'une voix calme mais tranchante. Charlotte, piquée, retrouva son sourire narquois et lança plus fort encore pour que tout le monde entende « Oh mais qu'est-ce que tu vas faire? Appeler ton papa pour venir te sauver ?» Les mots claquèrent dans l'air comme une gifle. Et c'est à ce moment précis qu'un grondement étrange commença à se faire entendre. Au début, ce n'était qu'un bruit lointain, presque imperceptible derrière le bourdonnement des néons et le cliquetis découvert dans la cafétéria. Mais en quelques secondes, ce grondement s'amplifia, comme une vague qui se rapprochait à toute vitesse. Les vitres vibrèrent légèrement, les lumières clignotèrent et une tension sourde se propagea dans la salle. Les élèves commencèrent à lever les yeux, d'abord intrigués puis inquiets. Les téléphones se pointaient déjà vers les grandes fenêtres qui donnaient sur le terrain de football à l'est. Puis soudain, l'ombre passa. Une masse immense, sombre, couvrant brièvement la lumière du soleil avant de se détacher nettement contre le ciel bleu. Le vacarme des pales d'un hélicoptère militaire emplit l'air, si fort qu'on aurait cru sentir la vibration dans sa poitrine. Certains élèves poussèrent des exclamations, d'autres, par réflexe, se penchèrent sous les tables comme si la guerre venait d'éclater. La file du self se vida, les plateaux tombèrent dans un fracas métallique et tout le monde courut vers les fenêtres pour voir. L'hélicoptère fit un large cercle au-dessus du lycée, ses rotors brassant des tourbillons de poussière et de feuilles mortes.
On distinguait déjà la silhouette trapue et les marquages militaires discrets sur sa carlingue vert olive. Des voix excitées se mêlaient aux rires nerveux. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour nous ? Ils font un exercice ou quoi ?» Même Charlotte avait cessé de sourire. Ses cheveux parfaitement coiffés se soulevaient sous le souffle de l'air qui s'infiltrait déjà par les joints des fenêtres, et son regard cherchait désespérément une explication rationnelle à ce qu'elle voyait. Chloé et Béatrice, figées derrière elle, murmuraient sans trouver leurs mots. Quant à Tyler Beauchamp, resté assis à quelques tables, son teint avait viré au gris. On sentait qu'il comprenait déjà instinctivement que ses blagues d'un peu plus tôt allaient bientôt paraître bien plus idiotes encore. L'appareil se mit à descendre lentement vers le terrain de football, ses patins se posant avec une précision impeccable sur la ligne des 50 yards. La poussière recouvrit la pelouse tandis qu'un vent puissant balayait la foule d'élèves rassemblés derrière les vitres. La cafétéria devint un chaos contrôlé. Chacun voulait sortir, filmer, voir de ses propres yeux. Les surveillants tentaient de contenir le flot, mais même eux dégainaient leur téléphone pour capturer la scène. Dans le brouhaha général, une voix résonna soudain dans les haut-parleurs du lycée. Monsieur le proviseur Renard, d'ordinaire 6 mètres de lui, parlait avec une émotion à peine contenue. « Élèves et enseignants, je vous demande de rester calmes. Une situation exceptionnelle se déroule sur notre campus. Émilie Kwan, veuillez vous rendre immédiatement au bureau de la direction. Je répète, Émilie Kwan au bureau de la direction. » Un silence presque religieux s'installa aussitôt dans la salle. Tous les regards se braquèrent sur elle. Même les élèves qui jusque-là n'avaient pas prêté attention à la fille en treillis la fixaient à présent bouche bée, réalisant qu'il se passait quelque chose de bien plus grand qu'une simple blague de lycéen. Ses camarades s'écartèrent pour la laisser passer, leur téléphone toujours levé. Chaque pas d'Émilie sur le carrelage semblait résonner dans le silence tendu. Ses bottes ne paraissaient plus maladroites ou ridicules désormais, mais lourdes de sens, comme un écho d'une histoire dont il ne comprenait pas encore la profondeur. Elle traversa les couloirs, les murs déjà décorés d'affiches pour le bal d'automne et de slogans motivants, mais tout semblait soudain dérisoire à côté de ce qui se jouait dehors. Les enseignants sortaient de leur salle, intrigués par le vacarme. Certains chuchotaient entre eux, d'autres la suivaient du regard avec une expression mêlée de respect et d'interrogation. Par les vitres des couloirs, elle apercevait déjà des silhouettes sortir de l'hélicoptère. Des officiers en uniforme de cérémonie descendaient calmement sur la pelouse, parfaitement alignés, leurs chaussures noires brillant sous le soleil d'octobre. Parmi eux, elle la reconnut tout de suite. Cette femme, la même qui, 3 ans plus tôt, avait franchi le seuil de leur maison pour annoncer à sa mère l'impensable. Une femme grande, droite, le visage sévère, les cheveux argentés ramenés en un chignon impeccable sous sa casquette d'officier. La colonelle Jeanne Morin. Émilie sentit son souffle se bloquer dans sa poitrine. La dernière fois qu'elle avait vu cette femme, c'était dans son salon, avec des drapeaux pliés sur ses genoux et le monde entier s'écroulant autour d'elle. Et maintenant, elle était là, dans son lycée, devant ses camarades, avec quelque chose. Le terrain de football était déjà envahi par la foule. La rumeur avait enflé dans toutes les classes et tout le monde avait trouvé un prétexte pour sortir. Même les enseignants cédaient à la curiosité, incapables de retenir les élèves devant ce qui s'annonçait comme un événement unique. Le Black Hawk trônait au centre du terrain, imposant, presque irréel sous ce ciel d'automne. Sur la ligne des 50 yards, le proviseur Renard se tenait aux côtés de la colonelle Morin, visiblement intimidée. Sa voix tremblait à peine lorsqu'il tendit un micro portatif à l'officier. Émilie arriva à son tour sur le terrain, encadrée par 2 jeunes sous-officiers qui marchaient à ses côtés avec une précision impeccable. La foule s'écarta une nouvelle fois pour la laisser passer, cette même foule qui, quelques minutes plus tôt, la raillait sans vergogne. Tous retenaient leur souffle maintenant, conscients qu'ils assistaient à quelque chose d'inédit. Charlotte Reyes et ses amis se tenaient près des gradins, blêmes, incapables de détourner les yeux de la scène. Même Tyler, le bout en train de service, semblait au bord des larmes, son téléphone baissé dans sa main, ses blagues envolées. La colonelle Morin prit la parole, sa voix grave et assurée portant jusqu'aux extrémités du terrain. Élèves et personnels du lycée Kennedy, commença-t-elle, son regard balayant l'assemblée. Il y a 3 ans, jour pour jour, le sergent-chef Samuel Kwan a donné sa vie en Afghanistan pour sauver 12 de ses camarades pris dans une embuscade. Un murmure incrédule se propagea dans la foule. Il a quitté la relative sécurité de son véhicule blindé pour établir une liaison radio permettant de coordonner les secours, alors même qu'il se trouvait sous le feu ennemi.
il a poursuivi sa mission jusqu'au bout. Touché mortellement par un tireur embusqué, il a tout de même permis à 12 hommes et femmes de rentrer chez eux vivants ce soir-là. Les larmes coulaient sur les joues d'Émilie, mais elle restait droite, immobile, les doigts crispés sur l'ourlet de sa veste. Elle connaissait chaque mot de cette histoire, chaque détail, mais la voir racontée devant des centaines de témoins, dans ce stade où elle avait rêvé d'être invisible, c'était une autre douleur, et en même temps, une étrange fierté. La colonelle poursuivit. Chaque année depuis ce jour, Émilie a choisi de porter son uniforme, pas pour se faire remarquer, pas pour provoquer, mais simplement pour honorer la mémoire d'un père qui a fait le choix de la dignité et du courage. Un silence total régnait désormais. Plus aucun chuchotement, plus aucun téléphone levé. Même les plus sceptiques semblaient comprendre la portée de ce qui se passait. La colonelle se tourna vers Émilie et ouvrit un étui de bois sombre qu'un aide de camp tenait devant elle. Dans la lumière du soleil, le drapeau parfaitement plié paraissait presque lumineux. Aujourd'hui, nous remettons à Émilie 2 choses qui lui reviennent de droit, dit-elle. Le drapeau qui a été abaissé sur la base où son père a servi et péri. Émilie tendit les mains et sentit le tissu dense et lourd se déposer dans ses bras. Un poids qui n'avait rien de matériel. Puis la colonelle ouvrit un second écrin. Un éclat d'or et d'émail en jaillit, aveuglant dans le contre-jour. Et la médaille d'honneur, la plus haute distinction de notre nation, décerné à titre posthume au sergent-chef Samuel Coine pour son héroïsme. Cette fois, la foule éclata en applaudissements spontanés. Mais ce n'était pas l'enthousiasme tonitruant d'une victoire de football. C'était une salve lente, solennelle, respectueuse. Des enseignants pleuraient discrètement. Des élèves baissaient la tête, submergés par une émotion qu'ils n'auraient jamais cru éprouver pour la fille en treillis. Alors que la colonelle lui épinglait la médaille sur la poitrine, Émilie ferma les yeux et entendit à nouveau cette voix dans sa mémoire. « Tiens-toi droite et sois fière ». Le silence retomba sur le terrain dès que les applaudissements s'éteignirent, comme si chacun comprenait instinctivement la solennité du moment. Émilie resta debout, immobile, fixant le drapeau plié et la médaille maintenant épinglée sur la veste de son père. C'était lourd, tellement lourd, et pourtant elle se sentait droite. Enfin, comme si ce poids n'était plus seulement celui de la douleur, mais aussi celui d'une fierté qu'elle n'avait jamais osé exprimer. La colonelle Morin s'approcha encore et dans un murmure que seule Émilie put entendre, lui glissa ces mots « Il serait si fier de la femme que tu es devenue. Son courage vit en toi. » Puis elle recula, laissant la jeune fille face à la foule silencieuse. Le vent léger souleva un instant les pans du drapeau, et dans ce geste infime, Émilie crut sentir une caresse invisible. Comme si son père avait été là, juste derrière elle, et approuvait en silence. Autour d'elle, les élèves commençaient à échanger des regards confus, honteux pour certains, émus pour d'autres. La hiérarchie sociale si précieuse de Kennedy semblait s'être dissoute dans la poussière soulevée par l'hélicoptère. On sentait que plus rien ne serait jamais vraiment comme avant. Le premier à s'avancer fut Tyler Beauchamp. Ses yeux rouges et humides trahissaient la douleur que ses plaisanteries lui infligeaient maintenant, à lui. Il se planta devant Émilie, incapable de la regarder dans les yeux tout de suite. Sa voix trembla lorsqu'il parla enfin. « Je suis vraiment désolé. Pour tout, je savais pas, je croyais juste que tu voulais attirer l'attention. Mais ton père, c'était un vrai héros. Je m'excuse. » Émilie l'observa longuement, et pour la première fois, elle ne vit plus le pitre qui l'avait humiliée en chimie, mais un garçon de 17 ans qui venait de comprendre ce que signifiait vraiment le mot conséquence. Sa voix à elle fut douce, sans colère, seulement teintée d'une certaine tristesse. Oui, c'était un héros. Et maintenant, tu sais pourquoi je porte cet uniforme. Pas pour qu'on me regarde, juste pour qu'on se souvienne que les héros existent, même ici. Puis ce fut au tour de Charlotte Reyes-Seda, la reine déchue de la cafétéria avançait lentement, ses mains croisées nerveusement devant elle, le rouge aux joues et les larmes menaçant de faire couler son mascara parfait. Elle ouvrit la bouche, la referma, tenta une deuxième fois avant de balbutier. « Émilie, je ne savais pas, j'ai dit des choses horribles à propos de ton père, Sa voix se brisa, elle inspira profondément, incapable de soutenir le regard d'Émilie plus de quelques secondes. « Je suis désolée. » Le visage d'Émilie resta impassible, mais sa réponse eut plus d'effet que n'importe quelle réprimande. « Tu n'as pas demandé, tu m'as vue différente, et ça t'a suffi pour décider que j'étais une cible. Peut-être que la prochaine fois tu te demanderas ce que tu ne sais pas avant de décider de blesser quelqu'un. »
Charlotte hocha la tête, incapable de dire un mot de plus, et recula lentement pour disparaître dans la foule, le regard fixé sur ses chaussures. Derrière elle, la colonelle Morin et le proviseur Renard échangeaient un dernier mot, tandis que les officiers de cérémonie regagnaient l'hélicoptère. Les pales commençaient déjà à tourner lentement, et un autre vent s'éleva sur le terrain. Mais cette fois, les élèves ne bougeaient plus, comme s'ils voulaient graver la scène dans leur mémoire. Certains enseignants avaient les yeux humides, dissimulant maladroitement leur émotion derrière des carnets de notes ou des lunettes qu'ils essuyaient. Même monsieur le proviseur avait perdu son air pincé habituel, impressionné par l'intensité de ce qu'il venait de vivre sur son propre terrain de football. Émilie leva enfin les yeux vers le ciel, ses cheveux sombres battus par le souffle des rotors, et inspira profondément. Une dernière fois, elle serra le drapeau contre elle et ferma les paupières. À cet instant précis, elle ne se sentait plus seule. Puis elle tourna la tête et regarda la foule. Ils étaient tous là, immobiles, leur téléphone enfin baissé, leur visage figé par la réalisation de ce qu'ils venaient de voir. Elle lut dans leur regard un mélange de respect, de regret et pour certains, de honte. Et cela suffit. Elle n'avait plus besoin de mots, plus besoin de justification. Le message était passé. Le Black Hawk fit enfin gronder ses moteurs plus forts, couvrant tous les murmures restants. Dans un dernier souffle, l'appareil s'éleva lentement au-dessus de la pelouse, projetant poussière et feuilles tout autour, avant de s'éloigner vers l'horizon. Les élèves levèrent les yeux, fascinés, jusqu'à ce que l'hélicoptère disparaisse dans le ciel bleu, ne laissant derrière lui qu'un souvenir vibrant, gravé à jamais dans la mémoire collective. Émilie resta encore quelques minutes, seule sur la ligne des 50 yards. Le terrain était vide désormais, les élèves commencèrent à regagner lentement le bâtiment, plus silencieux qu'il ne l'avait jamais été. Même Charlotte et Tyler s'étaient éclipsés sans bruit. Et elle, immobile, se contentait de serrer la médaille de son père, sentant comme un écho dans sa poitrine, comme une certitude nouvelle. Elle comprit qu'à chaque fois qu'elle remettrait cet uniforme, ce serait avec la conscience d'avoir fait honneur à la mémoire de celui qui lui avait appris, même dans l'absence, ce que signifiait être digne et courageux. Et elle sut que ce jour-là, le lycée Kennedy avait changé. Derrière elle, déjà, elle entendait les conversations recommencer, différemment. Des mots murmurés avec prudence. « Je savais pas. C'est son père qui... Tu crois qu'elle voudra nous en parler ?» Mais plus personne ne riait. Plus personne ne la regardait comme une étrangère. En entrant de nouveau dans le bâtiment, elle croisa le regard d'un professeur de sciences qu'il avait toujours ignoré jusque-là. Il lui fit un signe de tête discret, respectueux. Elle répondit d'un hochement tout aussi bref. Mais à cet instant, ce geste lui sembla plus précieux que n'importe quelle couronne de popularité ou qu'un titre de reine du bal. Elle s'arrêta quelques secondes devant son casier, fixant le rectangle bleu où, quelques heures plus tôt, trônait encore cette feuille griffonnée « G.I. Jane veut de l'attention ». Dans un geste calme, elle déplia le drapeau et le glissa doucement à l'intérieur à côté de ses livres. Puis, elle referma la porte et inspira profondément avant de reprendre son chemin. Dans son dos, elle entendit encore, très faiblement, la voix de son père comme un murmure dans le tumulte du lycée. « Tiens-toi droite et sois fière. » Et pour la première fois depuis 3 ans, elle sourit. Les jours qui suivirent furent étranges, presque irréels, à la fois semblables et pourtant profondément différents. Émilie continuait d'arpenter les couloirs du lycée Kennedy, vêtue cette fois de jeans et de sweats ordinaires, mais quelque chose dans l'air avait changé. Elle le sentait dans la manière dont les élèves s'écartaient légèrement pour la laisser passer, non plus avec mépris, mais avec une sorte de prudence respectueuse. Elle le lisait dans les regards plus doux des professeurs, dans la gêne des visages qui se détournaient à son approche. Plus personne ne riait quand elle passait, plus personne ne chuchotait ces mots blessants derrière son dos. Même si elle savait que les rumeurs circulaient encore, elle a une médaille. C'est son père qui... Ils ont atterri juste pour elle. Ces rumeurs-là n'étaient plus malveillantes. On y sentait même parfois une pointe d'admiration. Charlotte Reyes, désormais reléguée au rang de simple spectatrice d'un ordre social qui ne lui appartenait plus tout à fait, se tenait souvent à distance. Émilie croisait encore son regard parfois, mais Charlotte baissait aussitôt les yeux. Peut-être avait-elle enfin compris qu'on ne juge pas quelqu'un sur ce qu'on voit en surface. Peut-être. Tyler Beauchamp, lui, était venu s'excuser une seconde fois, quelques jours plus tard. Cette fois dans un couloir désert, sans public, sans caméra. Il avait parlé plus doucement, d'une voix presque cassée. « Sérieusement, tu m'as appris quelque chose. Je ne referai plus jamais ça. À personne.
et elle avait simplement hoché la tête, acceptant ses excuses, sans rien ajouter. En classe, Émilie retrouvait son refuge dans les sciences, mais même là, le silence autour d'elle n'était plus le même. Ce n'était plus celui de l'isolement, mais celui de ceux qui savaient qu'ils ont mal jugé et qui cherchent encore comment rattraper leur erreur. De temps en temps, une feuille lui parvenait, discrète. Un petit mot griffonné, maladroit, « Tu es fort »,« Désolé pour avant »,« Respect ». Elle ne les gardait pas, mais elle les lisait toujours. Le soir, chez elle, la maison semblait plus paisible. Sa mère avait pleuré en voyant le drapeau et la médaille sur la commode de la chambre d'Émilie. Et Robert, son beau-père, si réservé, avait simplement posé une main sur son épaule et murmuré « Tu l'as rendu fière ». C'était peut-être la première fois qu'elle voyait une lueur de fierté aussi sincère dans ses yeux. Elle continuait de porter l'uniforme parfois, pas tous les jours, mais à certaines dates, et désormais personne n'osait plus lui demander pourquoi. Elle n'avait plus besoin de se justifier. Et puis, il y avait eu cet article dans le journal local. Une photo d'elle sur le terrain du lycée, debout, le drapeau plié dans les bras. Les bottes plantées dans l'herbe encore marquées des pales de l'hélicoptère. Le titre disait « La fille d'Entreilly qui a rappelé à toute une ville ce que signifie être un héros ». Les gens de la ville l'arrêtaient même parfois dans la rue maintenant pour lui dire merci. Merci pour son père. Merci à elle pour l'avoir rappelé à tout le monde. Mais ce qui comptait le plus pour Émilie, ce n'était pas l'admiration soudaine, ni les excuses tardives, ni même l'attention médiatique. C'était ce qu'elle sentait en elle. Ce vide terrible qui la hantait depuis 3 ans s'était transformé. La douleur restait là, mais différente. Elle portait le souvenir de son père comme on porte une armure désormais, et non plus une chaîne. Le lycée Kennedy, lui, avait changé. Quelque chose dans l'atmosphère avait été brisé ce jour-là, pour le meilleur. On entendait moins de rires moqueurs dans les couloirs. Les élèves faisaient plus attention aux mots qu'ils lançaient. Même les plus arrogants semblaient avoir compris qu'on ne sait jamais ce que l'autre cache sous la surface. Et la plus belle preuve en fut ce qui arriva quelques semaines plus tard. C'était un matin froid de novembre. Émilie avait ouvert son casier pour ranger ses affaires quand elle remarqua une petite enveloppe blanche glissée dans la fente. L'écriture maladroite à l'extérieur disait simplement « Pour toi ». À l'intérieur, il y avait une seule phrase, écrite d'une main tremblante sur un morceau de papier ligné « Merci de nous avoir montré ce qu'est le courage ». Émilie resta immobile, le papier serré dans ses doigts. Puis elle referma le casier, respira profondément et se mit en marche vers sa première classe. Ses bottes claquaient toujours sur le carrelage, mais ce n'était plus le son de la solitude. C'était le son d'une jeune femme qui avançait, fièrement, la tête haute. Et dans le silence matinal, elle entendit encore, au fond d'elle, cette voix grave et familière, comme portée par le vent d'automne. « Tiens-toi droite et sois fière, toujours ». Le sourire qu'elle laissa échapper alors illumina tout le couloir, et certains élèves, qui la regardaient passer, comprirent à cet instant précis qu'ils n'oublieraient jamais ce qu'ils avaient vu ce jour-là, que les héros ne sont pas seulement ceux dont on parle dans les livres d'histoire. Parfois, ils vivent juste à côté de nous. Parfois, ils prennent le bus scolaire et marchent dans nos couloirs, vêtus d'un uniforme un peu trop grand pour leurs épaules. Et parfois, il suffit d'un seul geste pour rappeler à tout le monde qu'on peut toujours choisir la dignité. Émilie continua d'avancer, et elle savait désormais qu'elle ne marcherait plus jamais seule.